Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré au Brame du Cerf sur France Télévisions. Une immersion continue durant 3 semaines au cœur de la forêt de Rambouillet pour découvrir l'un des spectacles les plus saisissants du monde sauvage. Aujourd'hui, c'est l'intervieweur interviewé puisque nous retrouvons Nicolas Salé qui a mené toutes ces rencontres qui ont accompagné le Brame du Cerf. Il est aussi le réalisateur de ce programme inédit de plus de 500 heures et il va aujourd'hui nous en raconter les coulisses. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marie. Pour commencer, d'où vient l'idée de ce programme ? L'idée a été lancée par France 3 par Île-de-France, qui a fait un appel à projet. Je pense qu'ils ont regardé ce qui se passait un peu plus loin dans le nord avec la migration des élans. Ils voyaient qu'il y avait un vrai engouement pour ce type de dispositif, ce type de programme. Donc ils ont flairé la bonne idée et ils ont fait justement un appel à projet que Eden Productions et moi-même avons remporté. Alors, flairer la bonne idée, est-ce que ça paraissait une bonne idée dès le départ pour un réalisateur de documentaire animalier ? Parce que c'est ça votre formation au départ. Ouais, tout à fait. C'était un gros pari. Effectivement, on savait pas si ça allait prendre, on savait pas si ça allait intéresser un certain public, quel public, si également techniquement en fait on allait réussir à mettre en place ce dispositif en un temps record, à savoir 3 mois. C'était un vrai pari et il est plutôt réussi pour le moment. Alors, si on a fait appel à vous, c'est parce que vous avez déjà une pratique justement de l'observation des animaux et de la façon de filmer les animaux. Est-ce que ça correspond en fait à votre pratique habituelle ? Et déjà nous expliquer un peu ce qu'elle est. Et puis, Ouais. ce que ça implique en fait de particulier quand on vous propose ce projet. Effectivement, je pense que ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet de Slow TV, c'est que j'avais l'impression que c'était un petit peu le miroir qui est notre travail de documentariste, à savoir se camoufler dans la nature pendant des heures et attendre un animal. Parfois, on attend pendant des heures sans qu'il se passe pas grand-chose. Et en fait, il faut apprendre aussi à s'émerveiller de petits instants où il pleut, il y a du vent, des rayons de lumière qui sont magnifiques, qui passent à travers les feuillages, un rouge-gorge qui passe à côté de nous, le chant d'un pic et pêche au loin. Donc ça m'a beaucoup plu avec cette idée de Slow TV, qui est de montrer un petit peu en fait l'envers du décor de documentariste animalier. Tout le monde attend en même temps, ce qui normalement est juste sélectionner le moment où il se passe quelque chose avec l'animal. Exactement, et en fait toute cette attente aussi, elle sert le moment d'observation, parce que l'émerveillement est d'autant plus grand. En fait, si on passait notre temps à voir des animaux 24 heures sur 24, on n'aurait pas justement ce plaisir ultime que de l'observer. C'est justement cette attente qui fait que le moment est d'autant plus émerveillant. Alors, ça implique quand même d'être là 500 et quelques heures de programme. Donc, comment a été imaginé le dispositif qui permet d'être présent 24 heures sur 24 pendant 3 semaines avec ces animaux ? Le Ou dispositif... sans ces animaux, parce qu'ils ne sont pas toujours là. Ouais, bien sûr, le dispositif est très complexe. Il y a dû avoir beaucoup de cerveaux pour travailler là-dessus, que ce soit techniquement, éditorialement, au son, pour les caméras. On a donc beaucoup travaillé, que ce soit avec Eden Productions, mais également ViewSurf, l'entreprise qui fournit et qui installe ces caméras, Justine Bitran, qui est la chef opératrice son, et l'équipe de Multicam qui récupère tous ces flux et permet de les retransmettre en direct à France Télévisions pour avoir quelque chose qui fonctionne, parce que c'est un vrai pari, c'est la première fois qu'on a une Slow TV animalière aussi longue en France. Donc il a fallu évidemment faire du repérage sur place pour voir quelles étaient les populations animales, quels étaient les secteurs à privilégier. On a échangé par la suite avec ViewSurf pour voir quel dispositif adapter. On est parti sur 7 caméras qui sont autonomes, branchées à des panneaux solaires pour les alimenter en permanence et pas avoir besoin d'intervenir en permanence sur le terrain et déranger les animaux. Elles sont reliées elles-mêmes à un dispositif en 4G en fait, qui permet d'envoyer les images directement à Multicam qui récupère ce flux et les retransmet encore une fois à France Télévisions. Ces caméras sont branchées à un système sonore qui a été pensé par Justine Bitran, la chef opératrice son. Elle s'est un petit peu cassé la tête parce que c'est vrai que ces caméras privilégient l'image et pas le son, c'est un petit peu délaissé. Donc on a un son qui était pas très bonne qualité, en mono. Donc elle a pensé chercher des micros qui puissent être de meilleure qualité pour vraiment obtenir des petits détails à l'image qu'elle a renforcé, pardon. Parce que c'était important le son, et pas Le seulement son, bien sûr. d'entendre le cerf, mais d'entendre la nature à tout moment aussi. Le son est primordial parce que c'est vrai que cette Slow TV, l'objectif c'est d'immerger en fait le spectateur en forêt avec nous, donc à travers la vue quand il y a un animal qui passe ou voir les feuilles qui tombent, mais aussi qu'il puisse ressentir cette présence en permanence à travers le son.
Donc il y avait un vrai pari justement sur tout l'environnement sonore. Et donc Justine s'est cassé la tête. Elle a trouvé des micros qui sont de meilleure qualité pour vraiment avoir ces petits détails qu'on a à l'image. Et en parallèle, elle a également pensé un dispositif son stéréo pour avoir ces deux bandes sonores qui se juxtaposent, pour avoir un son d'une part immersif et qualitatif et d'autre part plus immersif encore pour avoir ces petits détails qu'on peut avoir à l'image. Alors ça, c'est la partie technique, ces caméras. Et sur le son, le choix du lieu que vous avez commencé à évoquer, c'était important aussi parce que c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe quelle forêt et c'est même un endroit particulier dans une forêt. Tout à fait. Il n'y avait pas 50 milliards d'options qui s'offraient à nous, étant donné qu'il y a deux massifs forestiers qui sont vraiment très importants en Île-de-France, à savoir Fontainebleau et la forêt de Rambouillet. Donc c'est là où il y a les plus grosses populations de cerfs dans cette région. Et puis en fait, le choix du parc animalier de Rambouillet, en fait, c'est fait assez vite parce que on avait 3 mois pour mettre en place ce programme. C'est très compliqué pour des raisons de législation, en fait, d'exploiter de l'image et du son en direct à la télévision. Pour des raisons également de présence animale à l'image. Pour toutes ces raisons. Et enfin, une dernière également, c'était pour permettre aux personnes qui souhaitaient découvrir ou redécouvrir le brame du cerf, de les rediriger vers cette infrastructure pour éviter aussi d'aller déranger les animaux en milieu naturel, parce que c'est une période qui est très stressante, qui est très, très importante pour le cerf et la biche, le brame du cerf. Donc l'objectif, c'était aussi de les rediriger pour ne pas avoir de comportement inadapté en milieu sauvage et déranger encore plus ces animaux. Et une fois qu'on a dit ça, il y a un parc, mais il faut savoir où poser les caméras parce qu'on peut très bien poser des caméras et jamais voir aucun cerf. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça qu'Eden a fait appel à moi, pour justement avoir cette connaissance du cerf, du milieu forestier. Donc on s'est rendu sur place avec Guillaume Lécuyer d'Eden. On a rencontré des personnes du parc, justement. On a fait un tour. Et trouver la place de Brame, c'était pas très compliqué, étant donné qu'il y en a Alors c'est quoi vraiment... la place de Brame? La place de Brame, c'est un lieu qui est ouvert, où justement les cerfs et les biches se regroupent durant la nuit, mais que ce soit en période de brame ou non, en fait, parce que initialement, comme le précisait Jean-Pierre Briot dans un des podcasts, en fait, l'animal, autrefois, le cerf était un animal de plaine. À cause de l'homme, il a été en forêt pour essayer de devenir un petit peu invisible. Et donc, en fait, à la nuit tombée, en fait, les animaux, beaucoup d'animaux, les chevreuils, les cerfs, etc., viennent dans des milieux un peu plus ouverts. Donc là, en l'occurrence, c'est une petite clairière pour bramer, manger et se retrouver. Donc il y a quand même un endroit particulier où on se donne rencard, on va dire, entre les biches et les cerfs. Ouais, tout à fait, c'est un peu ça. Donc il y avait cette place de Brame qui n'était pas si complexe que ça à identifier. Hein. Cette place de Brame était bien connue par les agents du parc. Et puis ensuite, par contre, il a fallu trouver d'autres lieux qui pouvaient être intéressants, même en journée, quand le monde animal est peut-être un peu plus ensommeillé. Donc l'idée de cette Slow TV, c'était vraiment de suivre les cerfs et les biches en période de brame durant toute une journée. Donc forcément, il se passe aussi des choses durant la journée. Donc on a un petit peu vogué dans cette forêt de Rambouillet. Moi, très vite, j'ai pensé aux souilles. Donc les souilles, c'est des endroits un peu marécageux. Ça peut être proche d'une mare ou ailleurs. Hein. C'est un endroit que les sangliers, les cerfs aiment beaucoup pour aller se rafraîchir, pour aller boire, pour aller se débarrasser des parasites. Donc très rapidement, on en a identifié une qui était active. On a identifié également un petit bois de bouleau qui est vraiment aux abords de la place de Brame, parce que d'après mon expérience, ce que j'ai observé, c'est qu'en fait, effectivement, durant la journée, en période de Brame, les animaux vont loin dans la forêt, s'éloignent des places de Brame pour aller se dissimuler un petit peu, récupérer un petit peu d'énergie, peut-être s'alimenter un petit peu. Et en fait, au fil de la journée, au fur et à mesure que le soleil décline, ils vont revenir petit à petit vers ces places de Brame et les quitter au matin. Donc j'avais envie d'équiper aussi la forêt, le bois qui est vraiment très proche de la place de Brame, pour les voir venir le soir, aller vers la place de Brame et la quitter au petit matin. Et enfin, on a identifié 2 autres sites qui me paraissaient très importants et qui sont beaucoup plus semblables aux forêts qu'on peut retrouver dans les Yvelines et en Île-de-France, moi les forêts que je connais. Donc on a une forêt qui est très jolie, avec des chênes qui sont immenses et des fougères vraiment arborescentes qui sont très jolies. Ça nous offre un décor qui est très différent. Et en même temps, il y avait une autre forêt aussi avec des chênaies et des
chênaies charmais, voilà, des chênes et des charmes. Et des charmes. Effectivement, qui offrait encore une fois un décor assez différent avec des frondaisons qui sont beaucoup plus basses et pareil, qui me rappelaient beaucoup les forêts que je peux croiser à côté de chez moi. Donc voilà, l'objectif c'était de retrouver notre personnage principal qui est le cerf dans différents biotopes et c'est pour ça qu'on a choisi cet endroit très différent. Vous dites que vous avez déjà observé le cerf. Alors, est-ce que c'est le brame du cerf ou le cerf simplement? À quelle occasion? Et donc, d'où vous vient cette familiarité avec l'animal? Eh bien, effectivement, je suis le brame du cerf et le cerf depuis longtemps. Mes premières expériences remontent à quand j'étais enfant et qu'on y allait avec mes parents et des amis de mes parents en 4x4 et qu'ils se mettaient en plein phare devant les hares de biche. Alors, c'est quelque chose que je ne ferai plus aujourd'hui, mais C'est en tout quelque cas, chose qu'il ne faut pas faire, il faut c'est le quelque dire. chose qu'il ne faut absolument pas faire, mais c'est quelque Mais chose c'était il y a longtemps. que j'ai expérimenté Ouais. quand j'étais petit et c'est des images qui sont marquantes parce que c'est comme ça aussi que j'ai découvert ces yeux luisants en plein milieu d'un champ en train de nous regarder et voir une harde aussi importante quand on est petit, forcément c'est fort. Et puis voilà, après je suis le brame du cerf, notamment dans les Yvelines, depuis une dizaine d'années. Donc voilà, chaque année, que ce soit pour faire des observations naturalistes juste avec des jumelles, aller écouter le brame du cerf, voir comment sont les populations animales, faire des images. Et puis effectivement, depuis quelques années, en fait, je filme peut-être encore plus les gens qui vont au brame du cerf que le brame du cerf en lui-même, parce que j'ai grandi dans cette région et j'observe énormément de comportements inadaptés en période de brame depuis quelques années. Ça m'a donc donné envie de faire un documentaire à ce sujet, en fait, sur le dérangement qu'il peut y avoir sur les animaux en permanence, mais que ce soit à travers le brame du cerf ou à travers d'autres problématiques comme la pollution sonore ou la pollution lumineuse. Et donc, voilà, depuis quelques années, je suis le brame du cerf, mais encore plus les humains, en fait, qui vont au brame du cerf. Parce que voilà, il y a des comportements, moi, qui me dérangent un petit peu. C'est pas, ils veulent pas mal faire, hein, évidemment, c'est juste Bah par non, parce manque que de vous-même, connaissances. vous aviez mal fait à un moment, Exactement, vous ne saviez pas. exactement. Donc aujourd'hui, il y a un côté aussi éducatif dans le programme, ou en tout cas, l'idée de se dire, bah, n'allez pas en forêt, regardez-le là. Tout à fait, tout à fait. Bah, en tout cas, y aller si vous avez envie de vivre ça, et c'est normal parce que c'est un moment qui est extraordinaire. Et je le conseille à tout le monde, évidemment, d'y aller, mais de prendre des précautions, d'y aller avec des personnes qui sont sensibilisées, qui connaissent un petit peu le monde sauvage, ces animaux, comment ils sont susceptibles de réagir. C'est très important. Parce qu'effectivement, comme je le soulignais un peu plus tôt, c'est des animaux qui sont extrêmement stressés en cette période. Euh, et voilà, quand je vois effectivement des routes entières avec des centaines de personnes, les gens qui montent sur le toit des voitures, les gens qui courent, qui crient, qui prennent l'apéro, en fait, le brame du cerf n'est pas une attraction, c'est un moment qui est très symbolique, très important. Et c'était aussi pour ces raisons-là que c'était important aussi pour moi de développer des podcasts dans ce programme de Slow TV pour, d'une part, voilà, laisser cet émerveillement à l'image, mais aussi renseigner et sensibiliser un petit peu sur cette période et d'autres thématiques connexes. Alors, ça a été dit dans d'autres podcasts que vous avez animés, mais on peut peut-être rappeler quelques petites règles pour aller voir le brame du cerf, c'est jamais trop. Bien sûr, déjà être vigilant. C'est bien d'observer la direction du vent parce que ces animaux-là ont des sens qui sont beaucoup plus développés que les nôtres. Ils ont une ouïe qui est extraordinaire, ils ont un odorat qui est extraordinaire. Leur vue est pas incroyable, mais voilà, c'est important de prendre en compte le vent. Si on a un vent qui tourne en permanence et qui change de direction, c'est important de ne pas risquer de s'approcher trop. Alors, cette période d'observation de cette Slow TV, donc sur le brame du cerf, est presque terminée. Si on fait un résumé des épisodes précédents, qu'est-ce qu'on a pu voir? Des cerfs bramés, raies exactement d'ailleurs. Est-ce qu'on a vu d'autres animaux? Est-ce qu'il y a eu d'autres moments qui vous ont surpris ou marqué ou étonné? Voilà. Est-ce qu'il y a des déceptions aussi peut-être? On va commencer par ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu entendre. Oui, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses, du vent, des feuilles tombées. Non, on a Beaucoup. vu beaucoup d'animaux, ouais, bien sûr. Non, mais c'est évidemment, si on se connecte dessus à 16 heures, effectivement, on a plus de chances de tomber sur un paysage qui est désert plutôt qu'une harpe de sangliers, par exemple, qui passe devant la caméra, évidemment. Mais on a eu c'est aussi toute la magie du vivant. On a eu la chance de voir des sangliers, des blaireaux. On a eu une martre le premier soir. C'est quand même une observation Il faut incroyable. dire ce que c'est une martre, parce que beaucoup de gens se pensent ont cru voir un blaireau, un renard, ou pas savoir exactement ce que Ouais. c'était. Et c'est vrai qu'on manque parfois un petit peu d'informations là-dessus. Soi-même, on a un peu perdu le contact peut-être Bien avec sûr. la forêt et ses animaux.
Alors, j'aiderais personne en disant que c'est un mustélidé, mais c'est peut-être une fouine. Si, non, mais c'est une fouine. En fait, la martre et la fouine se ressemblent énormément. Je ne sais pas si la fouine, ça vous parle Oui, un la peu fouine, plus. ça commence Voilà, à c'est parler la un peu martre, plus. c'est quasiment pareil et c'est vraiment un être qui est quasi impossible à voir en temps normal. Donc, c'était une observation le premier soir qui était assez incroyable. Voilà, on a la chance de voir ce brame du cerf qui monte en intensité aussi au fil des jours. C'était moins le cas au début, on entendait le brame au loin sans voir l'animal. Là, depuis quelques jours, en fait, voilà, on a vu des combats, on a vu les mâles qui courent après les femelles. Donc il y a évidemment tout ce spectacle qui est extraordinaire. Et puis on a vu un pic noir aussi venir sur la place de Bram. On a un héron qui vient pêcher. Et puis il y a tout ce qui se passe effectivement au niveau du son. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais c'est vrai que le chant de la chouette hulotte la nuit ou même les corneilles qu'on entend tout au long de la journée et qu'on voit assez peu, finalement, en fait, ça fait un paysage visuel et sonore qui est extrêmement riche. Et pour passer mon temps dans la nature en si peu de temps, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire autant de belles observations naturalistes. Alors, on peut ne pas passer autant de temps devant son écran, mais on peut aussi mettre en fond sonore, tout simplement, et Exactement. vivre en permanence avec ce son de la forêt. Exactement, c'est aussi le but. Je pense qu'on a tous une utilisation qui est assez différente en fait de ce type de programme. Il y a des personnes qui décident de se brancher dessus et d'être focus à 100% sur l'écran et le son. Il y en a d'autres qui vont décider d'être occupés à une tâche et d'avoir ce fond d'écran, en fait, que ce soit visuel ou sonore. Et en fait, dès qu'il se passe quelque chose à l'écran, en fait, ils vont mettre de côté ce qu'ils étaient en train de faire pour vraiment se focus sur cet écran. Il y en a d'autres qui vont s'endormir avec le bruit du brame du cerf. Voilà, je pense qu'on a tous une utilisation qui est assez différente et c'est justement toute la richesse de ce projet. Est-ce qu'on a des retours un petit peu du public, des messages sur la plateforme? Est-ce qu'on vous en parle aussi? Tout à fait. Les retours sont assez positifs, je dois dire. C'est vrai qu'il y a eu... les médias se sont beaucoup emparés déjà dans un premier temps de ce programme, mais c'était assez inattendu. La plupart d'entre eux sont très positifs, finalement. Ils trouvent du sens également. C'est une des premières choses que j'ai dit à Grégoire, le patron d'Eden, quand on s'est rencontrés, c'est que je trouvais que ce programme avait beaucoup de sens. Et c'est effectivement les premiers retours que j'ai eus, voilà, de remettre en premier plan cette nature qui est lente, qui n'est pas forcément maîtrisée, sans scénario. Il n'y a pas forcément grand-chose à l'image parfois. Oui, c'est le cas, mais c'est aussi, voilà, ça nous questionne sur notre rapport au temps, ça nous questionne sur notre rapport à la nature. Et donc, je trouve que ça a du sens et c'est l'un des premiers retours, effectivement, que j'ai ressenti, en fait, à travers les gens avec qui j'ai communiqué et à travers les médias. Je pense que on a ouvert une petite porte et on a bien vu qu'en fait, ça plaisait aux gens, que ce genre de dispositif pouvait petit à petit s'inscrire dans le quotidien des gens. Et j'ai discuté avec des gens qui me disaient « Mais qu'est-ce qu'on va faire quand le programme va se terminer ?» Et c'est l'occasion d'aller en forêt, d'aller en milieu naturel, de regarder d'autres documentaires qui ne sont pas de la Slow TV, et puis peut-être aussi d'attendre un prochain programme de Slow TV aussi, animalier. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite frustration aussi par moment? Parce que ça tient au dispositif, je pense, mais parfois le cerf est là et l'image change, Bien on sûr. passe à un autre plan, un autre cadre. On est aussi un petit peu, c'était un peu aléatoire, donc ça a rajouté quelque chose à cette attente, à ce côté contemplatif, à ce côté, suspense au ralenti, on va dire? Bien sûr. Bien sûr, je crois que la frustration fait vraiment partie intégrante du programme. On le voit à travers l'attente. L'attente, déjà, dans un premier temps, peut être frustrante au bout d'un moment. Donc, il y a des personnes qui peuvent décider de se débrancher et de couper la télé, déjà. Cette frustration peut aussi nourrir l'émerveillement par la suite. Et puis, évidemment, il y avait cette frustration de changer de cadre. S'il y a un animal qui n'était pas présent, on a fait le choix de partir sur une réalisation qui était automatisée, avec un roulement de toutes les 5 minutes, on changeait de caméra en journée et toutes les 10 minutes le soir. C'était compliqué d'avoir quelqu'un en permanence derrière l'écran pour forcer justement le dispositif et permettre de garder l'observation. Voilà, effectivement, on a songé déjà dans un premier temps à éventuellement, je ne sais pas dans quelle mesure ça aurait été possible, mais se servir de l'IA ou d'autres choses pour en fait automatiser les observations, et dès qu'il y a une présence animale à l'image, en fait, on se redirige sur cette caméra. Mais au vu des conditions climatiques, avec le vent, la pluie, c'est toujours pareil. On est dans une forêt aussi sur un territoire qui est surfréquenté, à savoir l'Île-de-France. On n'était pas à l'abri aussi qu'il y ait des visiteurs qui décident de passer devant les caméras. Donc
On aurait pu en fait, avec le vent, avec la pluie, avoir un changement frénétique de caméra qui aurait un peu été à l'encontre finalement de ce qu'on voulait sur la Slow TV. Donc il y a eu un certain nombre de moments où il y avait quelqu'un derrière l'ordinateur pour essayer de maximiser les observations et rester sur une caméra si jamais il se passait quelque chose. Mais il était compliqué d'envisager en fait quelqu'un en permanence pour favoriser le plus possible les observations. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites: «On pourrait faire les choses plus comme ci, plus comme ça», ou vous avez dû aussi justement, il y a des interventions de la nature, et des animaux qui n'étaient pas prévus au départ? Effectivement, je pense que le programme, on le referait sensiblement de la même façon parce qu'il y a eu énormément de contraintes techniques, mais grâce à l'investissement de chacun, vraiment à tous les niveaux, on a réussi à trouver des solutions en permanence. Donc Par exemple? les solutions étaient multiples. Déjà, d'une part, le fait de travailler avec le parc animalier, il y a un certain nombre d'avantages, mais il y a un certain nombre de contraintes aussi, à savoir les nombreuses infrastructures qu'il y a sur le territoire. Donc il va y avoir des grillages, il va y avoir des chemins. Il va y avoir forcément une proximité avec les visiteurs qui fait qu'on peut avoir de la pollution sonore aussi. Justine Justine Bitran, qui est la chef S'occupe du opératrice son? du son, tout à fait, s'est rendu compte en fait l'avant-veille de lancer le programme que le dispositif stéréo sur lequel elle avait décidé de se relier, en fait, il y avait un courant électrique qui était diffusé dans tout le réseau électrique et donc du coup qu'on entendait au son en fait en permanence. Donc il a fallu trouver des parades. On a fait en sorte d'enlever des fréquences justement pour limiter ce parasitage et plus l'entendre, mais du coup on a aussi perdu des fréquences animales, notamment des petits chants de passereaux. Donc voilà, au niveau des cadrages aussi des caméras, il a fallu tout adapter pour justement faire en sorte qu'on n'ait aucune infrastructure, aucun visiteur qui soit à même de rentrer dans le cadre. Effectivement, on avait aussi peur du temps parce que toutes les caméras sont autonomes et reliées sur panneaux solaires. En fait, une semaine de mauvais temps, de grosses pluies, de gros nuages, on aurait pu avoir tout le système qui était down. Donc forcément, c'était une crainte. Voilà, comme vous le disiez il y a un instant, on avait décidé, en fait, les panneaux solaires sont reliés par câble aux caméras qui ont elles-mêmes été installées sur des arbres et qui ont été attachés justement pour pas blesser les arbres. Mais l'odorat des sangliers est inégalable et on s'est rendu compte en fait le lendemain que malgré l'odeur humaine qui était sur ces câbles, et normalement en milieu sauvage, c'est quelque chose qui n'arrive pas, ils vont plutôt s'éloigner le plus possible de cette odeur puérile qui est la nôtre. Mais là, ils ont décidé en fait de déterrer tous ces câbles, donc un coup un peu trop puissant et en fait ça aurait pu tout arracher. Et puis voilà, toutes les contraintes également techniques, puisque tout ce flux est envoyé en 4G, on est dans une forêt qui n'a pas énormément de réseau, envoyé à un autre service qui est multicam pour le retransmettre derrière. Voilà, il y avait effectivement un certain nombre de contraintes techniques, et finalement... Et naturel aussi. Et naturel, tout à fait, parce que le brame du cerf, en l'occurrence, quand on a échangé avec le parc animalier au lancement du projet, en fait, ils nous disaient que l'année dernière, ils n'avaient pas compris pourquoi, mais le brame du cerf, en fait, se passait pas du tout sur la place de Bram, mais plutôt dans les forêts adjacentes. Et on était là, mais oui, mais si ça se produit du coup cette année... On aurait très bien pu ne rien voir du tout. On aurait très bien pu ne rien voir aussi, et c'est justement, moi, tout ce que j'aime dans ce métier, à savoir travailler avec le monde sauvage, c'est qu'en fait, on ne peut rien prédire. Alors, on peut faire en sorte d'étudier tout ça le mieux possible pour anticiper des comportements, des relations interespèces, etc. Mais on ne peut rien prédire. Et si, effectivement, les cerfs avaient décidé de ne pas bramer parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il y a trop de pluie, parce que le réchauffement climatique, ou alors aller bramer à 150 ou 800 mètres des caméras, ça aurait pu être possible. Et c'était tout l'enjeu, tout le défi technique. Et donc, on est également très heureux de voir en fait, que pour l'instant... le dispositif fonctionne bien. On a eu évidemment des petits ajustements à faire au début parce que c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, que ce soit pour la chaîne, la production, moi-même, Justine, ViewSurf. Mais on a réussi à chaque fois à ajuster le tir pour avoir un programme qui fonctionne sans souci et où il y a une belle présence à l'image avec des beaux comportements. Alors, chaque soir, vous avez donné, donc ça continue encore jusqu'à la fin du brame, rendez-vous à des experts ou des amoureux de la nature qui sont venus parler du cerf, bien sûr, du brame, mais aussi de l'économie de l'environnement, de la forêt, de la place de l'animal dans l'art, de la vie sexuelle des animaux. C'était important que ce programme soit accompagné aussi par ce type de contenu. Tout à fait. C'est vrai que dans mon travail, j'ai à cœur d'une part émerveiller, renseigner les gens et puis surtout les sensibiliser. Donc c'était important pour moi qu'à travers ce programme aussi d'émerveillement,
en fait, et d'immersion en forêt de Rambouillet, je puisse aussi avoir un message, apporter quelque chose, en fait, renseigner le spectateur sur ce qu'est un cerf, sa biologie, le renseigner sur ce qu'est le brame du cerf, et puis aussi lui apprendre des choses un petit peu qui sont liées intrinsèquement au cerf et sur le vivant, en fait. Donc, Vous avez appris des choses aussi? Parce que moi, j'ai appris plein de choses. Ouais. Personnellement, sur la vie sexuelle des animaux, j'en suis... Effectivement. Voilà, sur la place de l'animal dans la littérature, sur le comportement des biches, j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que vous, qui êtes plus proche de ces questions, vous avez appris des choses pendant ces podcasts? Tout à fait, j'ai appris plein de choses, puis même sur des thématiques en fait que je connais parce que qui peuvent être liées par exemple à mon métier. En fait, j'apprends toujours des choses parce qu'on a tous une vision de voir le vivant, de voir le métier qui est différente, et donc forcément on ne cesse jamais d'apprendre en fait et d'apprendre des autres. Et oui, j'ai appris plein de choses. Effectivement, je pense que la sexualité animale c'est un des thèmes, une des thématiques qui m'a le plus appris de choses. Hein, notamment le fait que le cerf lui-même ait des relations homosexuel, hein, c'est quelque chose voilà, que, à mon avis, peu de gens... Le mythe est tombé, le effectivement, mythe du cerf est tombé. effectivement, voilà, le mythe du cerf et qui se bat jusqu'à la mort pour conquérir et saillir une harde de biches, effectivement, est un petit peu tombé. Et voilà, ça fait du bien de rétablir aussi ce genre de choses. Mais voilà, j'ai appris plein de choses, effectivement, sur l'audionaturalisme avec Marc Namblard, qui est passionnant et qui nous emmène quand il discute. Il a une telle passion pour le Oui, vivant. parce qu'on a parlé de cerfs, mais avec Bien Marc sûr. Namblard, vous avez parlé aussi d'oiseaux, vous avez parlé d'araignées, donc ça, on est allé du plus grand au plus petit. Ouais, exactement. Puis on a parlé aussi du réchauffement climatique, de l'évolution des forêts, du pistage animalier. Effectivement, je voulais vraiment pas qu'on soit uniquement sur le cerf, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur le cerf. On a parlé du cerf dans la littérature, le cerf dans l'art, la biologie du cerf. Mais j'avais aussi envie d'évoquer d'autres thématiques qui sont chères à mes yeux, qui sont importantes. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionnait bien. En plus, on a choisi de le mettre en podcast parce qu'initialement, il avait été prévu éventuellement de réaliser des interviews, scinder l'écran. Et en fait, on a fait le choix finalement de laisser cette immersion, de ne pas scinder l'écran, de laisser le paysage et juste mettre ces podcasts par-dessus qui sont également disponibles sur France Télévisions et sur YouTube. Donc, toute personne aussi qui aurait envie en fait, de découvrir un petit peu plus la sexualité d'un animal, en apprendre un peu plus sur le réchauffement climatique ou sur l'audionaturalisme, il peut à n'importe quel moment se connecter à France Télé, à YouTube et avoir quantité d'informations sur ces thématiques. Et avoir des informations Exactement. à ce sujet, quitter un peu la posture contemplative pour apprendre quelque chose. Tout à fait. L'expérience, je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience, mais en tout cas, ce programme inédit On peut appeler ça une n'est pas expérience. terminé. Il y a encore une petite semaine de brame, au moins. Il y a déjà plus de 300 000 personnes qui ont participé, qui sont venues voir ce qui se passait en forêt de Rambouillet, au parc de Rambouillet, Ouais, parc animalier de exactement. Rambouillet. On y a tous trouvé, je pense, une reconnexion un peu avec la nature, un côté contemplatif. On s'est pris effectivement au jeu, à attendre, à regarder un écran, il ne se passait rien, où tombaient des feuilles, effectivement, parce que bon, c'est l'automne, il y a beaucoup de feuilles qui tombent. Bien sûr. Et pour avoir cette récompense. D'ailleurs, il y a eu une petite progression, c'est-à-dire que ça bramait peu au début, et aujourd'hui, on peut dire que voilà, si vous n'avez pas encore regardé, c'est maintenant. Ouais, tout à fait. On avait pensé ça aussi en amont, quelle était la meilleure période. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué à anticiper parce que, par exemple, dans des forêts qui sont juste à côté de l'endroit où on a installé le dispositif, en fait, le brame a commencé 10 jours plus tôt. On les entendait vraiment bramer 10 jours plus tôt. Donc, on ne savait pas en fait si cette période du 8 au 30 allait être vraiment idéale. On en a discuté avec pas mal de gens, etc. Et puis finalement, on est parti sur cette période. Et en fait, je la trouve très propice et c'est très bien parce qu'on a eu cette première semaine où effectivement c'était calme. On sentait que ça venait doucement. Cette deuxième semaine qui est très intense, où on voit effectivement cette activité en permanence chaque soir avec les cerfs, les biches, le son qu'on entend même en plein cœur de la journée. Et puis on arrive sur cette troisième semaine où ça y est, on est vraiment en plein dedans et l'activité est maximale. Et après, voilà, le brame du cerf va encore se continuer après le programme. Mais effectivement, on a eu beaucoup de chance avec cette progression en fait, tout au long des jours et des semaines. Alors, je l'ai dit, ce programme a touché plusieurs centaines de milliers de personnes. Et vous, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expérience technique, dans un environnement naturel, avec les animaux et avec toutes ces contraintes, avec un échange et une exposition inattendue? Ce qui m'a marqué surtout, c'est l'intérêt des gens, j'avoue.
C'est vrai, quand on s'est lancé dans ce programme, en fait, c'était un pari qui était complètement fou, hein, pour tout le monde. Et on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner, si ça allait intéresser les gens. Et je pense que c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué. C'est l'intérêt qu'ont montré les gens. Et pour le coup, j'échange énormément avec les membres de ma famille, avec des amis et même des personnes qui passent par leur temps en fait en milieu naturel. Ils ont trouvé du sens et ils se branchaient dessus. Donc je pense que ça a permis de reconnecter un petit peu les gens à la nature. Ça a également permis de reconnecter les gens entre eux. Parce qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp qui se sont montés aussi pour échanger et tenir les autres au courant de s'il y avait quelque chose devant l'écran. C'est quelque chose qui se passe avec ma famille et je trouve ça absolument formidable. Oui, ils sont certainement pas les seuls. Ouais, ils sont J'en certainement connais pas les d'autres. seuls. Bien sûr. Et voilà, il y a beaucoup il y a quelques reportages qui ont été faits dessus où effectivement, j'ai vu des familles aussi se regrouper le soir avec les enfants, les parents, pour observer ça. Et du coup, je trouve ça formidable. Je trouve ça formidable parce que c'est vrai que en ayant grandi en Île-de-France, je remarque qu'il y a une certaine déconnexion à la nature. Et donc, c'est chouette aussi de pouvoir remettre ce vivant au premier plan, de montrer qu'il y a des choses extraordinaires en fait, qui peuvent se passer quand on prend le temps d'observer, de ressentir, de voir, d'écouter. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Salé. On attend la saison 2. Avec Voilà, plaisir. avec de nouveaux petits cerfs qui arriveront sur la place de Bram, peut-être. Je l'espère.